L'histoire commence avec une jeune demoiselle nommée Melfiera, savourant tranquillement son sandwich dans un parc paisible. Un vieil homme descend de sa calèche et s'approche d'elle en lui demandant s'il peut goûter. Elle accepte avec un sourire et lui présente une boîte de pique-nique remplie de mets appétissants. L'homme s'assied et mord dans un sandwich. Dès la première bouchée, ses yeux s'illuminent de bonheur et il s'exclame devant la finesse de la viande, curieux de savoir de quel animal elle provient. Melfiera lui révèle calmement qu'il s'agit d'une bête obscure appelée Bacorn. Horrifié, le vieillard recrache sa bouchée avec dégoût. Il s'étonne qu'une jeune dame aussi délicate puisse se nourrir de créatures aussi venimeuses. Puis, brusquement, il se souvient d'une certaine personne. Pendant qu'il l'observe plus attentivement, Melfiera, elle, se réjouit qu'il ait tout de même apprécié son sandwich. Elle est convaincue que n'importe quel monstre peut être transformé en un plat savoureux, pour peu que l'on maîtrise la préparation. Mais, hélas, personne ne veut goûter à sa cuisine. Tandis qu'elle rêve de rencontrer enfin quelqu'un qui comprendra sa passion, un aventurier encapuchonné médite, seul, dans une prairie paisible. Plus tard, dans le même parc, des nobles richement vêtus assistent à un banquet mondain. Lady Melfiera y est également présente. Elle goûte un plat et loue les talents des chefs du roi. Alors qu'elle se retourne pour se resservir, son intendant, Talbot, l'interpelle. Il lui reproche de s'amuser ainsi et Melfiera devient mal à l'aise. Elle se rappelle qu'elle assiste au banquet d'automne du royaume de Languidaez dans le but d'y trouver un mari, étant la fille du comte Marchalrad. Pourtant, elle s'ennuie, car aucun des hommes présents ne lui plaît réellement. Mais les paroles de sa belle-mère, Célia, lui reviennent en mémoire. Si elle ne trouvait pas d'époux, on l'enverrait dans une école conventuelle. Même son père lui avait demandé avec douceur d'épouser un homme de bon caractère. Elle ressent donc une pression écrasante. Cependant, chacun à la réception semble l'éviter comme la peste. Découragée, Melfiera finit par s'enfuir. Elle se promène alors à l'extérieur, parmi de simples chevaliers, songeant qu'elle pourrait peut-être trouver un homme convenable parmi eux. Soudain, des cris éclatent. Un monstre surgit, semant la panique. Tous les jeunes nobles prennent la fuite. Mais Melfiera remarque un vieux couple renversé au sol. Elle se précipite pour les aider. La vieille dame lui dit qu'elle ne peut pas se relever sans sa canne. Mais son visage blêmit lorsqu'elle aperçoit le monstre qui se dresse derrière Melfiera. Stupéfaite, cette dernière constate qu'un Bacorn est apparu en pleine zone habitée. Sans réfléchir, elle attire la créature à elle pour l'éloigner du couple, courant à toute vitesse devant le monstre rugissant. Alors que le monstre lève son énorme patte pour l'écraser, Melfiera croit que tout est fini pour elle. Mais soudain, une lame fulgurante tranche la tête de la bête d'un seul coup. Ébahie, elle regarde le jeune homme ranger son épée avec un geste élégant. Le chevalier, connu sous le nom de duc Galbraith, pose son regard sur Melfiera, tandis que les murmures se répandent parmi la foule, fascinés par sa force incroyable. Melfiera le contemple avec admiration, se souvenant de son effroyable titre, le duc fou de sang. Galbraith lui demande alors si elle a peur de lui. Elle hésite un instant, sachant que ce duc est réputé pour aimer massacrer les bêtes uniquement par plaisir. Pourtant, son cœur bat plus vite. Elle est troublée par la beauté de ses traits. Rassemblant son courage, elle se relève et le remercie. Galbraith, surpris par son calme, lui demande si elle est blessée. Melfiera lui assure qu'elle va bien, mais remarque une trace de sang sur sa joue. Rougissante, elle lui suggère d'aller se laver le visage. Galbraith la regarde, intrigué. Elle lui explique que le monstre semblait infecté et qu'il risquerait une grave maladie s'il avalait ce sang. Un instant, elle soupire, attristée à l'idée que toute cette viande de monstre soit perdue à cause du poison, mais se demande malgré tout si elle pourrait la purifier. Cependant, ses pensées s'effacent vite. Elle se concentre sur Galbraith, inquiète que le sang ait pu pénétrer dans son organisme par la peau. Impressionné par sa connaissance approfondie des monstres, le duc la fixe en silence. Melfiera réalise alors qu'elle a trop parlé et s'excuse précipitamment de lui faire perdre son temps. Mais Galbraith lui tend une petite fiole d'eau sacrée et l'invite à en boire. Il lui explique que cette eau la protégera de toute toxine. Après un moment d'hésitation, elle accepte et boit. Remarquant ensuite les taches de sang sur sa robe, Galbraith lui prend la main pour l'emmener se changer. Melfiera refuse, affirmant qu'elle lavera simplement ses vêtements. Le duc la dévisage et lui demande si elle supporte vraiment de porter des habits couverts du sang impur d'une bête.
Melfiera répond avec simplicité qu'elle en découpe tant de ces créatures que cela ne lui fait rien. Galbraith, surpris par la facilité avec laquelle elle traite des monstres aussi dangereux, lui demande enfin son nom. La jeune femme se présente alors avec élégance et le remercie encore pour son aide. Le duc éclate de rire, découvrant qu'elle est en réalité la fameuse Dame Glouton, légendaire passionnée de viande de monstres. Dans le monde de Melfiera, il existe en effet une multitude de bêtes étranges et de plantes mutées que l'on appelle des monstres. D'ordinaire, la chair des monstres est dangereuse et provoque d'horribles intoxications alimentaires à quiconque en mange, si bien que les créatures abattues finissent généralement gaspillées. Cependant, grâce à la préparation spéciale de Melfiera, elle peut transformer cette viande en un plat consommable sans danger pour les gens ordinaires. Elle confie à Galbraith qu'elle s'intéresse davantage au goût de la viande de monstre qu'à leurs propriétés magiques. Il reste stupéfait qu'elle puisse avaler des créatures magiques empoisonnées, mais elle se lèche les lèvres en avouant qu'elle invente toujours de nouvelles méthodes pour les rendre comestibles. Choquée par tant d'enthousiasme, Galbraith la fixe, tandis que Melfiera, gênée, croit avoir ruiné ses chances avec ses excentricités. Elle tente de lui sourire, mais le duc détourne les yeux avec maladresse. Melfiera lui demande alors si elle a fait quelque chose de mal, et, en le voyant devenir encore plus timide, elle pense qu'elle l'effraie. Elle s'inquiète de son état, persuadée que le sang du monstre l'a peut-être affecté, mais Galbraith lui assure qu'il va bien. Puis, sans prévenir, il lui prend la main et l'entraîne en courant. Melfiera s'étonne qu'il ne soit pas dégoûté par ses goûts étranges. Elle l'observe, troublée, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour lui demander une question inattendue. « Est-ce que c'est bon ?» Déconcertée, elle ne comprend pas d'abord. Alors il précise « La viande de Backhorn est-elle savoureuse puisqu'elle en a sans doute déjà goûté ?» Surprise, Melfiera hoche la tête et réfléchit un instant. Elle craint qu'il ne la trouve répugnante, mais finit par lui avouer que la chair de Backhorn ressemble beaucoup au bœuf. Elle explique qu'il faut d'abord l'attendrir, puis la griller ou l'utiliser dans un ragoût. Galbraith, impressionné, lui demande si la viande d'un Backhorn non infecté peut être consommée sans danger. Cette curiosité sincère la bouleverse. Elle se rappelle combien les autres se moquaient d'elle lorsqu'elle comparait la chair de ces bêtes hideuses à celle d'un bœuf savoureux. En réalisant que Galbraith s'intéresse réellement à la viande de monstre, Melfiera éprouve un bonheur profond, enfin comprise. Elle lui révèle que, pour consommer n'importe quelle créature, il faut d'abord extraire la magie contenue dans sa chair. Galbraith demande aussitôt la méthode, et elle lui explique que l'énergie magique peut facilement être retirée du sang grâce à des outils spéciaux. Le duc devient grave, puis, un peu hésitant, lui prend les mains et lui demande s'il pourra goûter son prochain plat de monstre. Melfiera croit rêver. Elle respire profondément, se calme et lui demande s'il a l'estomac fragile. Galbraith s'interroge sur sa question. Alors Melfiera lui explique que les monstres infectés possèdent de puissantes toxines qu'un estomac ordinaire ne pourrait supporter. Il lui demande alors ce qu'il en est des monstres non infectés, et elle révèle que leur chair est semblable à celle du bétail, et qu'elle peut donc être préparée normalement. Galbraith, ravi à l'idée de goûter à une cuisine exotique à base de monstres, adresse un sourire éclatant à Melfiera. Celle-ci, troublée par son charme, se sent heureuse d'avoir enfin trouvé un compagnon partageant sa passion pour la gastronomie. Galbraith l'emmène alors jusqu'à son camp et la conduit vers sa tente. C'est là que son majordome, nommé Chaos, s'avance vers eux. Galbraith présente Melfiera à Chaos et lui ordonne d'aller chercher des vêtements propres pour elle. Le majordome s'incline et s'éloigne pour exécuter la tâche, tandis que Melfiera pénètre dans la tente de Galbraith. Celui-ci verse de l'eau dans une cuve et lui propose de se laver le temps que Chaos revienne. Melfiera refuse d'abuser de sa générosité, mais Galbraith insiste avec fermeté. Alors qu'elle affirme ne pas avoir tant de sang à nettoyer, Galbraith commence à se changer sans la moindre pudeur. Surprise par son torse nu, Melfiera détourne aussitôt le regard, tout en se souvenant des fois où elle observait en cachette les chevaliers torse nus depuis sa chambre. Pourtant, malgré elle, elle ne cesse de jeter des coups d'œil furtifs et finit même par complimenter sa musculature. Galbraith, un peu pris de court, avoue qu'il s'entraîne régulièrement. Les pensées de Melfiera dérivent alors vers des images fantasmées de son corps en pleine action. Reprenant ses esprits, elle s'avance finalement vers la cuve et commence à se laver aux côtés de Galbraith. Elle lui demande si elle peut apprendre à chasser les monstres. Il lui répond que ce n'est pas si compliqué,
mais estime qu'elle n'a pas la force nécessaire pour manier une épée, lui conseillant de lui laisser le travail ardu. Touchée par sa galanterie, Melfira l'admire, tandis que Galbraith, un peu embarrassé, cherche à changer de sujet. Il lui demande alors si elle aimerait qu'il chasse un monstre en particulier pour sa chair. Melfira, enthousiaste, imagine déjà les innombrables créatures de la forêt qui pourraient enrichir leur repas. Elle s'exclame qu'elle a hâte de goûter à de nouvelles saveurs exotiques, ce qui fait sourire Galbraith. Celui-ci lui essuie doucement le visage. En retour, Melfira essuie le sien et reste un instant fascinée à contempler ses traits. Mais leur moment de tendresse est soudain interrompu par Chaos, qui revient et demande, avec une pointe d'ironie, pourquoi son maître se tient torse nu aux côtés d'une jeune demoiselle. Galbraith trouve une excuse maladroite, affirmant qu'il n'était pas entièrement nu, mais Chaos lui rappelle sévèrement qu'il demeure inconvenant de se montrer ainsi devant une jeune demoiselle célibataire. Après ce rappel, il tend à Melfira une magnifique robe neuve, que celle-ci admire aussitôt avec des éloges. Galbraith lui précise que la robe provient des réserves royales et, en levant les yeux vers lui, Melfira se met presque à saliver en apercevant l'immense tête de bête qu'il porte dans ses bras. Les hommes présents s'étonnent qu'une lady puisse être attirée par une apparence si sauvage. Kao, lui, se dit que son maître a décroché le gros lot en amour. Puis, ensemble, ils raccompagnent Melfira jusqu'à son carrosse. La jeune femme remercie chaleureusement le duc et son majordome pour toute leur aide. Craignant que ce soit leur dernière rencontre, Galbraith lui promet de rapporter différentes variétés d'hydromel lors de sa prochaine visite. Elle lui sourit et l'accueille volontiers à venir la voir quand il le souhaitera. Avant de la quitter, le duc jure de chasser un moodle royal pour elle. Aussitôt, Melfira s'imagine déjà la chair succulente de la bête et laisse courir des pensées espiègles. Bien qu'elle soit tentée d'accepter, elle lui explique que la viande de monstre est bien meilleure fraîche et qu'il devra donc la lui apporter vivante. Surpris, Galbraith acquiesce, songeant que capturer ces créatures vivantes constituerait un nouveau défi digne de lui. En contemplant son visage affable, Melfira songe à la réputation sanglante du duc et comprend que la noblesse aime propager de fausses rumeurs. Elle monte dans son carrosse et lui tend un panier avant de s'éloigner. Intrigué, Galbraith demande ce qu'il contient. Elle lui révèle qu'il s'agit de viande séchée, confectionnée à partir d'un monstre appelé Skatspit qui vit dans les terres de son père. Le duc sort un morceau de cette viande séchée et Melfira lui assure qu'elle est sans danger pour la consommation. Il acquiesce et commence à manger, mais Chaos, inquiet, lui intime de recracher. Selon lui, il est imprudent de goûter un tel aliment sans l'avoir fait tester au préalable. Galbraith refuse, savourant la saveur, tandis que Chaos est persuadé qu'il souffre déjà d'un empoisonnement. Finalement, le duc l'invite à essayer lui-même. Le majordome croque à son tour dans la viande, sous le regard silencieux et amusé de Melfira. Après avoir goûté un morceau, Chaos se met lui aussi à louer la saveur du mets, et Galbraith approuve avec enthousiasme. Il dit à Melfira qu'il attend avec impatience toutes les autres gourmandises qu'elle saura préparer, et les yeux de la jeune femme s'écarquillent de joie. Habituée au rejet constant, Melfira se souvient de la barrière qu'elle avait érigée autour de son cœur pour protéger ses sentiments. Submergée par l'émotion, elle tombe à genoux, transportée de bonheur d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui accepte et apprécie véritablement ses passions. Galbraith, troublé par cette réaction, l'observe avec inquiétude, tandis que Melfira laisse couler des larmes de joie, convaincue qu'elle ne le mérite pas. Se relevant, elle lui confie qu'elle est simplement triste de devoir partir. Galbraith comprend alors toute la profondeur de ses émotions. Il lui promet d'attendre avec impatience leur prochaine rencontre, et la jeune femme monte dans son carrosse après avoir pris congé. Alors que le véhicule s'éloigne, Galbraith agite la main et lui rappelle de tenir sa promesse. Installée à l'intérieur, Melfira savoure une douce chaleur intérieure. Elle se félicite d'avoir participé à ce banquet ennuyeux, car elle y a trouvé un véritable ami. Pourtant, un doute la traverse. Elle se demande si Galbraith ne joue pas simplement avec elle pour s'amuser. Elle s'assoit, pensive. Malgré ses incertitudes, elle espère de tout cœur que ses sentiments sont sincères et songe déjà avec impatience à leur... La neige tombe déjà sur les terres de Marcherade lorsque Melfira revient de ses voyages. Avant qu'elle ne puisse entrer dans la maison, son père, Ghislaine, l'attend déjà dehors, la main levée et le visage furieux.
Elle suppose qu'il est en colère parce qu'elle n'a pas réussi à trouver un fiancé convenable, mais Ghislaine révèle qu'il a reçu une lettre de Rogier, lui demandant officiellement sa main. Melfiera pense d'abord qu'il lui demande simplement de l'aide, mais Ghislaine précise qu'il s'agit bel et bien d'une demande en mariage. Cette requête le choque, car la position de Rogier en tant que duc ne correspond pas au statut modeste de leur famille, et recevoir une telle lettre le met dans l'embarras. Même Melfiera en transpire d'inquiétude. Pendant ce temps, dans le pavillon, Rogier et Maxime se rencontrent à l'intérieur d'une tente. Rogier rapporte tout ce qui s'est passé pendant leur chasse, expliquant comment il a mené son plan sans faire de victimes. Maxime est satisfait du résultat, mais il remarque le ton formel de Rogier et le lui fait remarquer. Alors que Maxime s'adresse à lui de manière familière, Rogier garde une certaine distance. Autrefois, il l'appelait « frère Maxime », mais il évite délibérément de le faire désormais. Bien que Maxime et Rogier soient frères de sang, tout a changé il y a 17 ans, lorsque Maxime a été nommé prince héritier et que Rogier a été adopté par les Galbraith. Depuis, une ligne invisible les sépare. Avec l'entêtement de Rogier, Maxime n'a d'autre choix que de se plier à sa manière formelle. Puis, il remarque soudain le panier que Rogier tient à la main. Rogier essaie de le cacher, mais Maxime insiste pour savoir ce qu'il contient. À la surprise générale, Maxime semble être au courant de la relation entre Rogier et Melfiera, et le fait d'en parler prend Rogier au dépourvu. Profitant de la distraction, Maxime attrape un morceau de viande séchée dans le panier. Rogier tente de l'en empêcher, mais Maxime mord rapidement dedans. Impressionné par le goût, Maxime demande de quelle viande il s'agit. Et Rogier admet que c'est de la viande séchée de Scatspit, un monstre épineux, ce qui intrigue encore plus Maxime, qui suppose que Melfiera la lui a préparée. En entendant son frère parler de Melfiera avec autant d'affection, Maxime lui demande ce qu'il compte faire ensuite, sachant qu'il n'est pas du genre à s'intéresser à quelqu'un aussi vite. Rogier, cependant, balaie ses paroles d'un revers de main, disant qu'il restera en attente avant de retourner auprès de ses hommes, ignorant la tentative de Maxime de le retenir. Rogier est frustré par les paroles de son frère, mais il ne peut nier que Maxime a raison. Après tout, il ne parle presque jamais de cette manière à qui que ce soit. L'image de Melfiera reste gravée dans son esprit, et il a encore du mal à croire qu'on la surnomme vraiment la vorace infâme. Il se souvient de la façon dont elle avait courageusement protégé un couple âgé lors du banquet. Au fond de lui, il sait qu'elle a réussi à le captiver entièrement. Bientôt, Chaos et plusieurs hommes s'approchent de Rogier pour lui rapporter que l'habitat du Bacorne est désormais sous contrôle. Satisfait de la nouvelle, Rogier transmet aussi les ordres de Maxime, mais Chaos semble bien plus curieux de savoir si Melfiera assistera à leur futur banquet. Rogier remarque son ton moqueur et soupçonne immédiatement Chaos d'avoir parlé de Melfiera à Maxime, bien que celui-ci le nie aussitôt. Resté seul, Rogier laisse son esprit vagabonder de nouveau vers Melfiera. Il se rappelle qu'au début, elle ne le croyait pas. Les larmes dans ses yeux révélaient à quel point elle est habituée à être repoussée. À cet instant, il fait une promesse. Il ne la laissera plus jamais arborer une telle expression. Pendant ce temps, chez elle, Melfiera n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient reçu une lettre de Rogier. Sa domestique l'informe qu'elle est arrivée il y a 7 jours, apportée par un messager monté sur un aigle flamboyant orné d'un joyau somptueux portant l'emblème des Galbraith. En entendant cela, Melfiera regrette de ne pas avoir vu l'oiseau magnifique de ses propres yeux, et même son père admet la beauté de ses plumes avant de ramener la conversation sur la demande en mariage. Ghislaine veut savoir exactement ce qui s'est passé entre elle et le duc lors du banquet. Melfiera raconte tout honnêtement, mais Ghislaine reste sceptique. Après tout, ce n'était que leur première rencontre. En relisant la lettre, Melfiera doute de la sincérité des paroles de Rogier, soupçonnant qu'il puisse y avoir une autre raison derrière cette proposition soudaine. Ghislaine partage ses doutes et décide de rédiger une réponse pendant qu'il cherche un motif convenable pour refuser poliment. Ce soir-là, Melfiera vient tout juste de terminer son bain lorsqu'elle remarque la lettre posée sur sa table. Elle la relit, admirant le nom du duc, mais ses pensées reviennent vite aux paroles de son père. Ce n'était que leur première rencontre et peut-être que leur enthousiasme commun pour la viande de monstre les avait simplement emportés. Puis une idée lui traverse l'esprit. Rogier n'a probablement personne avec qui partager sa fascination pour les monstres, personne à qui en parler. Puisque Melfiera aime en manger,
Elle peut facilement imaginer le lien qu'il a pu ressentir entre eux. Soudain, la lettre qu'elle tient dans sa main commence à briller. Elle évoque leur rencontre au banquet et mentionne que ses subordonnés ont goûté à la viande séchée qu'elle avait préparée. Mais dans la dernière ligne, il écrit qu'il viendra lui rendre visite le 18 du mois de Sirius. Melfiera et Ghislaine échangent des regards confus en lisant cela, réalisant que la date en question est déjà demain. De retour dans sa chambre, Melfiera se sent troublée, bien qu'elle doute encore des véritables intentions de Rogier. Mais puisque leur rencontre est prévue pour demain, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Cherchant du réconfort, elle serre dans ses bras le cadre photo d'elle et de sa mère lorsqu'elle était enfant. S'adressant à l'image comme si sa mère était encore là, elle lui parle de la proposition de Rogier et se demande si le duc saura apprécier la valeur de toutes sortes de viandes, comme sa mère autrefois. Ses pensées la ramènent à ses jours d'enfance passés à contempler les terres familiales avec sa mère. Le sol y était froid et stérile, et sa mère lui avait demandé de l'aider. C'est à ce moment-là que Melfiera hérita des recherches de sa mère. Même si le monde refuse encore de les reconnaître, elle poursuit inlassablement son travail, espérant qu'un jour il sera enfin compris. Le lendemain, sa belle-mère Célia frappe à la porte de Melfiera et la trouve encore non préparée. Melfiera bafouille des excuses, bien que la vérité soit qu'elle ne s'était même pas réveillée avant l'arrivée de Célia. Célia entre et inspecte la chambre avant de la réprimander sévèrement pour avoir négligé son apparence, alors qu'on lui avait demandé de trouver un fiancé, qualifiant cela de honte pour son titre de noblesse. Elle mentionne également Rogier, l'avertissant que malgré sa haute naissance, il est tristement célèbre comme un duc violent, avide de sang et fou de bataille. Soudain, des rugissements de dragons retentissent dans le ciel. Melfiera se précipite vers la fenêtre et aperçoit une volée de dragons planant au-dessus des terres. En regardant de plus près, elle comprend que Rogier est arrivé, chevauchant son dragon accompagné de quelques-uns de ses hommes. Alors qu'ils échangent brièvement quelques mots à travers la fenêtre, Célia ordonne à Melfiera de la fermer immédiatement, mais celle-ci refuse. Au lieu de cela, elle dit à Rogier d'attendre dans les pâturages au nord, où ils auront leur discussion officielle concernant sa demande en mariage. Sans hésiter, Rogier obéit, et Melfiera, après avoir refermé les fenêtres, reste figée, troublée, cachant son visage derrière les rideaux pour dissimuler son trouble. Tant de pensées et d'admiration traversent l'esprit de Melfiera qu'elle en oublie presque que Célia l'appelle à plusieurs reprises. Sa belle-mère explique qu'elle ne se sent pas bien et demande à Melfiera d'en informer Ghislaine à sa place. Bien que Melfiera espère que Célia resterait pour assister à la discussion concernant la proposition de mariage, celle-ci insiste pour partir, affirmant que la permission du père suffira. Elle va même jusqu'à prononcer des remarques acerbes sur Rogier, jugeant inconvenant qu'il soit venu à dos de dragon. Mais Melfiera ne peut supporter ces insultes. Avant que Célia ne parte, Melfiera déclare avec audace qu'elle acceptera la proposition du duc, laissant sa belle-mère quitter la pièce furieuse. Plus tard, dans les pâturages, Melfiera rencontre enfin Rogier, et ils échangent quelques mots, bien qu'elle ne puisse s'empêcher d'être consciente de son apparence. Cao arrive également peu après, s'excusant pour la confusion précédente et la visite soudaine, expliquant que Rogier ne pouvait plus attendre sa réponse. Alors que tous trois continuent à discuter, Rogier devient soudain sérieux et avoue qu'il est curieux d'une chose. Sur ces mots, il saisit doucement les cheveux de Melfiera et les observe attentivement, se demandant pourquoi ils sont aussi doux et soyeux, tandis que Melfiera pense simplement qu'ils sont en désordre. Ils décident ensuite d'aller voir le cadeau que Rogier lui a apporté. Rogier désigne un grand sac qui contient son présent. Melfiera a du mal à le croire, mais l'objet à l'intérieur est bel et bien un monstre, comme Rogier le lui avait promis lors de leur dernière rencontre. Cette révélation fait aussitôt rayonner Melfiera de joie, bien qu'elle cache son visage pour dissimuler sa réaction. Elle n'en revient pas qu'il en ait réellement apporté un, et le remercie sincèrement pour ce cadeau, exprimant même le souhait d'y jeter un petit coup d'œil. Rogier exauce alors son vœu, mais comme le sac ne bouge pas, Melfiera suppose que le monstre est déjà mort. Cependant, Rogier retire simplement la couverture pour qu'elle voie par elle-même. C'est un moodle royal, doté de cornes acérées et d'une fourrure majestueuse. Mais ce n'est pas un moodle ordinaire. C'est un moodle doré, ce qui signifie qu'une fois consommé, il sera également d'une grande utilité. Les moodles sont habituellement des monstres blancs aux cornes élégantes, et leurs peaux sont très recherchées.
Les Moodle dorés, en particulier, sont réputés pour la confection de vêtements luxueux, bien que leur viande soit souvent gaspillée ensuite. Celui que Rogier lui présente a été engraissé pour l'hiver, et comme il s'agit d'un herbivore, Melfiera pense que sa viande aura un goût bien meilleur que celui de n'importe quel autre monstre. Tandis que Melfiera partage ses connaissances sur la créature, Rogier l'écoute, visiblement impressionné. Il prend alors sa main et la pose sur le cœur du Moodle. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que la créature est encore en vie. Rogier ne l'a qu'endormie à l'aide de sa magie. Au fond d'elle, Melfiera imagine déjà le grand festin qu'elle pourra préparer avec sa viande. Malgré ses pensées, l'excitation la submerge. Confuse, ravie, elle n'arrive pas à contenir sa joie et ne cesse de remercier Rogier à plusieurs reprises. Alors que Ghislaine et ses hommes arrivent à leur tour, les deux parties entament une discussion officielle. Ghislaine et Rogier se saluent respectueusement avant d'entrer directement dans le vif du sujet. Melfiera en oublie presque que Rogier est en réalité venu pour demander sa main. Alors que la conversation se poursuit, Melfiera demande à son père la permission d'autoriser les dragons à chasser dans les montagnes, mais il suppose à tort que le Moodle leur est destiné comme nourriture. Sans qu'il le sache, il est en réalité destiné à sa fille. Ghislaine est surpris d'apprendre que le duc connaît déjà le goût particulier de Melfiera pour les monstres. Mais Melfiera précise que Rogier souhaite même goûter à sa cuisine. Elle ajoute qu'elle aimerait ouvrir un centre de recherche pour lui. Ghislaine hésite un instant, incertain au début, mais Rogier prend soudain la parole. Il explique qu'il comprend les habitudes de Melfiera et qu'il est parfaitement au courant de sa réputation. Réalisant que Rogier s'intéresse sincèrement à sa fille, Ghislaine est touchée. Mais Rogier enchaîne rapidement, expliquant qu'ils doivent s'occuper du Moodle avant qu'il ne se réveille. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ghislaine comprend que la créature est toujours en vie. Il s'en approche pour l'inspecter et Ghislaine admet qu'il s'agit d'un cadeau à la fois précieux et dangereux. C'est Rogier qui demande à Melfiera de le cuisiner pour lui. Il veut la voir le préparer. Ghislaine remarque à quel point Rogier semble apprécier la passion singulière de sa fille et accède à sa requête, autorisant ses dragons à se sentir comme chez eux et ordonnant à Melfiera d'accompagner Rogier jusqu'au centre de recherche. Il monte sur les dragons pour s'y rendre, et comme c'est la première fois pour Melfiera, elle est ravie par l'expérience. Rogier la taquine en lui disant de ne pas manger ses dragons, et Melfiera se défend avec sérieux. Bientôt, le centre de recherche apparaît au loin, et Melfiera ordonne à Rogier de descendre. Sa voix, cependant, trahit une légère nervosité. C'est la première fois qu'elle montre à quelqu'un comment elle prépare la viande de monstre, et cet endroit est l'ancien centre de recherche de sa défunte mère. À mesure qu'ils approchent, Melfiera réfléchit à sa situation. Si le duc l'accepte vraiment telle qu'elle est, son père en sera sans doute soulagé. Déterminée, elle décide de tout montrer à Rogier, et, ce faisant, de lui révéler la véritable raison derrière son goût inhabituel pour les monstres. Cette pensée silencieuse persiste dans son esprit. Comment Rogier réagira-t-il lorsqu'il découvrira enfin la vérité? Dans le laboratoire, Rogier remarque immédiatement le cercle magique gravé au sol, couvert d'anciennes inscriptions runiques. Melfiera lui explique que ce cercle fut à l'origine créé par sa mère, mais qu'elle y a apporté plusieurs améliorations. C'est ici même qu'ils procéderont au traitement du monstre. En observant les symboles de plus près, Rogier comprend que le cercle est conçu pour permettre à Melfiera d'absorber les toxines magiques des créatures. Cependant, il devine rapidement que ce cercle, à lui seul, n'est pas assez puissant pour tout extraire complètement. Melfiera le conduit alors plus profondément dans les couloirs du bâtiment, jusqu'à une pièce où elle récupère un autre instrument. Un quartz-trouble destiné à extraire à la fois l'énergie magique et le sang. Rogier est impressionné par la finesse de sa conception, mais ce n'est pas tout. Lorsque Melfiera canalise sa magie à travers le cristal, son apparence commence peu à peu à changer, se teintant de reflets lumineux. C'est alors que Melfiera fait une demande audacieuse à Rogier. Elle veut revoir la technique de décapitation qu'il utilisait autrefois contre les monstres. À l'extérieur, le Moodle doré est déjà étendu au centre du cercle magique et Melfiera s'apprête à commencer le rituel. Mais manipuler une bête d'une telle taille est difficile, aussi demande-t-elle l'aide du chevalier. Rogier lève la main pour donner le signal et ses hommes se précipitent vers le Moodle afin de commencer à lui retirer la fourrure.
Il explique que ces chevaliers ne sont pas seulement chargés d'abattre les monstres, mais aussi de récupérer leur peau, leurs cornes et leurs griffes pour en faire des ressources. Raser la fourrure d'une créature est presque une spécialité pour eux, si bien qu'ils terminent le travail en un rien de temps. Melphira pose ensuite la main sur les touffes de poils dorés récoltées, un sourire ravi se dessinant sur son visage. Plus que tout, elle se réjouit déjà des plats qu'elle pourra concocter à partir de la chair de ce moodle royal. Pendant ce temps, Roger se prépare à décapiter la bête. Mais avant qu'il ne passe à l'action, Melphira récite une prière en hommage à la créature, par respect pour la vie précieuse qu'il s'apprête à prélever. Puis elle prononce les mots magiques dans l'ancienne langue, activant le cercle lumineux. Ce n'est qu'alors qu'elle donne à Roger la permission d'agir. En un mouvement fluide, Roger dégaine son épée et, d'un seul coup, tranche la tête du gigantesque monstre. Comme prévu, Melphira reste stupéfaite devant la perfection de son geste. Après cela, elle commence l'extraction de l'énergie magique et du sang du moodle. Tenant le quartz trouble entre ses mains, elle récite à nouveau une prière dans la langue mystique. Peu à peu, le sang de la bête se met à léviter et à s'écouler dans le cristal. Mais à mesure que le liquide s'y engouffre, Melphira remarque la quantité phénoménale absorbée. Des fissures apparaissent sur la surface du quartz, incapables de supporter un tel volume. La jeune magicienne est prise de panique. C'est la première fois que cela se produit. Mais il est déjà trop tard pour interrompre le rituel. Voyant son trouble, Roger s'avance vivement vers elle et lui demande ce qu'il peut faire pour l'aider. À ce moment-là, Melphira ordonne à Roger d'aller chercher un autre morceau de quartz trouble. Sans perdre une seconde, il s'exécute et remplace le quartz fissuré par un nouveau. Rassurée, Melphira retrouve confiance et poursuit le rituel. Elle récite sa dernière prière, canalisant sa magie jusqu'à ce que toute l'énergie soit absorbée par le quartz. Mais cette incantation draine énormément de sa force. Ses jambes fléchissent et elle manque de s'effondrer. Roger, rapide, la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Pendant ce temps, les chevaliers inspectent le corps du moodle. Ils s'attendent à le trouver abîmé après un rituel d'une telle puissance. Mais à leur grande surprise, la carcasse demeure fraîche et intacte. Melphira explique qu'elle n'extrait que l'énergie magique et le sang, car retirer l'humidité rendrait la viande dure. En conservant sa teneur naturelle en eau, la chair garde une texture tendre et savoureuse. Roger s'interroge alors, cette méthode ingénieuse vient-elle d'elle? Mais Melphira secoue la tête et attribue tout le mérite à sa mère. Elle raconte qu'il y a 17 ans, durant la grande sécheresse, de nombreuses familles mouraient de faim. Leur territoire, pauvre et stérile, manquait de ressources. Sa mère entreprit alors des recherches pour transformer les monstres en sources alimentaires. Si cette étude aboutissait, ces créatures dangereuses pourraient devenir une précieuse réserve de viande capable de nourrir des populations entières. Après la mort de sa mère, Melphira jura de poursuivre ses travaux. Cependant, elle admet que ces derniers temps, elle prend un certain plaisir à goûter la chair de monstres rares. Son projet scientifique est devenu, en partie, une passion personnelle. Roger lui demande ensuite à quoi sert l'énergie magique extraite. Melphira répond naturellement qu'elle s'en sert surtout pour allumer le feu. Assez puissante pour assurer la cuisson et l'éclairage pendant près de 2 mois. Elle n'a jamais envisagé d'autres usages, ce qui fait éclater Roger de rire. Son rire est bon enfant, mais ses paroles suivantes sont pleines de gravité. Bien que Melphira n'en ait pas conscience, son procédé dépasse de loin les recherches des mages royaux. Une énergie magique aussi concentrée, mal utilisée, pourrait devenir une arme capable d'anéantir des royaumes entiers. Melphira se fige, réalisant qu'elle n'avait jamais réfléchi à de telles conséquences. Elle n'avait manipulé jusque-là que de petits monstres. La voix de Roger s'adoucit alors. Il lui dit que, même si tout cela reste de simples suppositions, une telle puissance nécessite une grande prudence. Puis, d'un ton solennel, il lui promet de la protéger de tout danger pouvant découler de ses recherches. Touchée par cette déclaration sincère, Melphira baisse les yeux, émue par la noblesse du chevalier. Cependant, Roger évoque soudain une autre rumeur. On dit que Melphira boirait du sang. La jeune femme s'empresse de nier, jurant qu'elle n'a jamais rien fait de tel. Le visage de Roger se fait alors plus sérieux. Il contemple ses cheveux éclatants, ses yeux d'une couleur rare, et déclare qu'il serait prêt à donner sa vie pour elle. Melphira, déconcertée, pense qu'il plaisante et lui répond sèchement, mais il insiste. Ses mots sont sincères.
Rougissante, elle balbutie à son tour quelques compliments. Sur ses yeux, ses cheveux, son manteau, et même sur ses dragons, comme pour détourner l'attention. Tous deux deviennent de plus en plus embarrassés, jusqu'à ce qu'un vacarme soudain vienne briser ce moment gênant. Saisissant l'occasion, Melphira change aussitôt de sujet et propose de commencer la préparation de la viande. Pendant que Roger observe ses dragons engloutir leur repas avec voracité, Melphira revient avec le permis de chasse officiel nécessaire pour accéder aux montagnes. Roger s'en réjouit. Ces dragons se plaignent depuis des jours de leur repas monotone. Leur appétit est insatiable. Alors qu'ils discutent, le ventre de Roger gronde bruyamment, au point de le surprendre lui-même. C'est la première fois qu'il ressent une telle faim, mais la chair du Royal Moodle, étalée devant eux, suffirait à éveiller l'appétit de n'importe qui. Le simple fait d'en parler les rend encore plus affamés. Alors, d'un regard complice, ils décident de prélever une petite portion pour la griller avant de se remettre au travail. Ils choisissent naturellement les morceaux les plus tendres et les plus rares. Roger tend à Melphira une bouteille contenant un mélange spécial d'herbes aromatiques. Elle en goûte un peu et s'exclame, émerveillée par la richesse du parfum et la subtilité du goût. Roger avoue en riant qu'il a emprunté le flacon au grand chef sans sa permission. Ils rient tous deux, se promettant de ne pas s'attirer d'ennui. Après tout, ce n'est qu'un simple test de goût, pas un festin clandestin. Ils saupoudrent les herbes sur la viande, puis utilisent le sang du monstre pour allumer une flamme stable. Une fois le feu prêt, ils posent les morceaux sur la grille. Par précaution, ils conviennent d'attendre que la viande soit parfaitement cuite avant d'y goûter. Mais Roger, impatient, ne cesse de se plaindre. Plus la viande dort, plus son arôme se fait irrésistible, et plus il trépigne d'impatience, bien qu'elle doive encore cuire un peu. C'est alors que Chaos les surprend en pleine cuisson. D'un ton accusateur, il leur reproche de se goinfrer en douce tout en roucoulant comme deux tourtereaux. Roger se défend aussitôt, jurant qu'il ne faisait rien de louche. Mais la scène, à elle seule, en dit long. Pour détourner l'attention et calmer la situation, Roger tend à Chaos le permis de chasse, lui demandant d'aller nourrir les dragons pendant qu'il reste avec Melphira. Mais Chaos, moqueur, lui rétorque que les dragons meurent déjà de faim, pendant que lui, le vaillant chevalier, cherche à se régaler en douce. À contre-cœur, Roger lui tend une brochette. Mais à peine a-t-il fait ce geste que le reste des chevaliers surgit derrière Chaos, tous les yeux brillants d'envie, attendant leur part. Amusée, Melphira leur donne la permission d'en manger, rappelant que ces hommes doivent d'ordinaire se contenter de viande de monstres infects. On prépare donc davantage de portions, et tout le monde s'installe autour du feu, impatient. Roger s'apprête à se servir une assiette, mais Chaos l'interrompt, exigeant d'être le premier à goûter. Roger refuse, vexé, ce qui pousse Chaos à le taquiner en disant que Melphira désapprouverait un tel comportement. Très vite, les deux se chamaillent comme des enfants pour savoir qui aura la première bouchée. Finalement, Melphira appelle Chaos et lui tend une brochette qu'elle vient de préparer. Il croque dedans, et ses yeux s'illuminent aussitôt. Avec un sourire malicieux, Melphira lui demande s'il ne ressent rien d'étrange. Mais, au fond, elle veut simplement savoir si c'est bon. Chaos ne la déçoit pas. Il couvre la viande d'éloges, répétant à quel point elle est savoureuse. Il ajoute même qu'un bon verre à ses côtés en ferait un repas parfait, ce qui fait sourire Melphira de satisfaction. En entendant tant de compliments, Roger devient de plus en plus impatient. Il ne tient plus en place, incapable d'attendre davantage pour goûter lui-même. Inquiet malgré tout, il demande à Chaos s'il ne ressent aucun malaise, sachant que les effets des toxines magiques peuvent parfois apparaître après une demi-heure, voire le lendemain. Mais Roger est bien trop affamé pour patienter jusqu'au matin. Il déclare donc que le test est terminé et qu'il est temps de manger. Melphira, tout aussi enthousiaste, ordonne à ses chevaliers de se servir avant que la viande ne refroidisse. Elle les rassure. Si quelqu'un se sent mal, elle a déjà préparé un remède pour soigner les effets secondaires éventuels. À ces mots, la troupe pousse un cri de joie et se rue sur les brochettes de viande du monstre. Dès la première bouchée, une expression d'émerveillement se dessine sur tous les visages. La viande est tendre, juteuse et incroyablement savoureuse, à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un monstre herbivore. Roger s'approche de Melphira pour la féliciter, admiratif de son talent. Mais la jeune femme refuse d'en tirer le mérite, affirmant que tout repose sur les recherches de sa défunte mère. Roger, cependant, admet qu'il n'aurait jamais imaginé qu'une viande de monstre puisse être aussi délicieuse.
Autrefois, il en avait goûté sans traitement magique, et c'était à peine comestible, un souvenir partagé par tous les chevaliers présents. Enthousiastes, ils demandent à Melphira de leur enseigner sa méthode et proposent même d'apporter une autre créature pour s'exercer. Certains regrettent soudain tout le bon gibier qu'ils ont gaspillé par ignorance, mais Melphira leur répond avec douceur. Même si cela paraît délicieux, la consommation de viande de monstre demeure. Pour détourner la situation, Roger tend le permis de chasse à Chaos et lui ordonne d'aller nourrir les dragons pendant qu'il reste avec Melphira. Chaos le taquine aussitôt, faisant remarquer que les dragons meurent déjà de faim pendant que lui cherche à grignoter en douce. À contre-cœur, Roger lui tend une brochette, mais avant qu'il ne s'en rende compte, le reste des hommes s'est déjà attroupé derrière Chaos, attendant eux aussi leur part. Melphira leur accorde la permission, consciente que les chevaliers sont d'ordinaire condamnés à manger de la viande de monstres infâmes. Ils allument donc le feu et se rassemblent joyeusement autour du grill. Roger prépare une assiette pour lui-même, mais Chaos s'interpose, réclamant le droit de goûter en premier. Roger refuse, ce qui pousse Chaos à plaisanter en disant que Melphira n'apprécierait sûrement pas une telle attitude. Les deux hommes finissent par se chamailler comme des enfants pour la première bouchée. Finalement, Melphira appelle Chaos pour lui faire goûter une brochette qu'elle a elle-même préparée. Dès la première bouchée, il s'exclame de plaisir. Avec un ton détaché, elle lui demande s'il ressent quelque chose d'étrange. Mais ce qu'elle veut réellement savoir, c'est si le goût est à la hauteur. Chaos ne la déçoit pas. Il couvre la viande d'éloges, vantant sa tendreté et son arôme à plusieurs reprises. Il ajoute qu'elle s'accorderait parfaitement avec un bon verre de vin, ce qui fait sourire Melphira, ravie. En entendant ces compliments, Roger devient de plus en plus impatient. Il n'en peut plus d'attendre la confirmation que la viande est sûre à manger. Il demande aussitôt à Chaos s'il ne ressent aucun malaise, mais les effets des toxines magiques mettent souvent du temps à se manifester. Parfois une demi-heure, voire jusqu'au lendemain. Roger, évidemment, n'a pas la patience d'attendre jusque-là. Il déclare que le test est terminé et annonce qu'ils peuvent commencer à manger. Melphira, tout aussi enthousiaste, ordonne aux chevaliers de se servir avant que la viande ne refroidisse. Elle les rassure. Si quelqu'un tombe malade, elle a déjà préparé des remèdes pour le soigner. À ces mots, le groupe pousse des cris de joie et se jette sur les brochettes de viande de monstre. Dès la première bouchée, leur visage s'illumine. La viande est tendre et savoureuse, comme on pouvait s'y attendre d'une créature herbivore. Roger s'approche alors de Melphira pour la féliciter de son génie, mais celle-ci répond humblement que tout le mérite revient aux recherches de sa mère. Roger avoue néanmoins qu'il n'aurait jamais imaginé que la viande de monstre puisse avoir un goût aussi exquis. Dans le passé, il en avait déjà mangé sans préparation adéquate. Une expérience toujours difficile, et ses compagnons approuvent vivement. Enthousiastes, ils demandent à Melphira de leur enseigner sa méthode et proposent même d'amener une autre bête pour s'exercer. Ils regrettent tout ce bon morceau qu'ils ont gâché autrefois, mais Melphira comprend. Manger de la chair de monstre reste encore, pour beaucoup, un véritable tabou. Roger lui demande alors ce qu'elle pense de lui en tant que partenaire. Jusque-là, Melphira n'y avait jamais vraiment réfléchi, mais l'idée d'épouser Roger lui semble soudainement plutôt avantageuse. Son père avait déjà accepté qu'elle puisse se fiancer à un chevalier, alors il n'aurait aucune raison de s'opposer à une union avec un duc. Et quand elle imagine passer chaque jour aux côtés d'un homme comme Roger, son cœur s'emballe à plusieurs reprises. Pourtant, elle hésite encore. Elle se dit qu'en devenant sa femme, elle vivrait forcément dans son ombre, en position inférieure. Elle ne voudrait pas ternir l'image de Roger. Mais l'offre est trop belle pour être ignorée. Elle finit par lui demander pourquoi il l'a choisi. Lui, un homme de si haut rang, alors qu'il pourrait aisément trouver une épouse parmi les nombreuses jeunes femmes prêtes à tout pour l'épouser. Même si leur mariage devait avoir lieu, elle doute que la famille de Roger l'accepte, car même si, à Galbraith, les préjugés contre la viande de monstre sont moins répandus, personne ne voudrait être lié à une femme entourée de rumeurs aussi étranges. Mais Roger la coupe net et lui assure que, bien au contraire, son peuple l'accueillerait à bras ouverts. Dans les terres de Galbraith s'étend une vaste forêt nommée les Bois d'Urzine, considérée comme un véritable trésor pour les chasseurs. C'est une réserve inépuisable de monstres. Peu importe combien Roger en abat, d'autres apparaissent sans cesse. La situation est devenue si critique qu'il ne sait plus quoi faire des carcasses. Pour lui, les monstres ne sont plus que des cibles à éliminer.
C'est pourquoi, lorsqu'il a entendu Melfiera parler avec tant d'enthousiasme de la possibilité de les consommer, il a vu ces créatures sous un nouveau jour. Lors de ses expéditions, il lui arrivait, à lui et à ses hommes, de manger de la viande de monstres quand les provisions manquaient, mais ils ignoraient qu'il était possible d'en extraire complètement l'énergie magique nocive, comme Melfiera le fait. Grâce à sa méthode, ces bêtes ne seraient plus un fléau, mais une ressource utile, et Roger en est persuadé. Son peuple saura apprécier cela. Melfiera, ravi à l'idée que ses recherches puissent servir à d'autres, sent son cœur se gonfler de fierté. Roger ajoute que tant qu'il sera là, il ne laissera personne la mépriser ni la juger du regard, fût-ce les nobles les plus hautains. Touchée, Melfiera lui confie qu'elle est honorée par sa proposition, mais qu'elle ne se sent pas digne d'un homme comme lui. En l'entendant, Roger croit d'abord qu'elle cherche à le repousser poliment. Pour dissiper toute ambiguïté, Melfiera lui prend alors la main et précise qu'elle voulait simplement dire qu'elle ignore beaucoup de choses que les autres jeunes femmes savent faire. Mais si cela ne le dérange pas, alors oui, elle serait heureuse de l'épouser. Elle n'a peut-être qu'un seul vrai talent, celui de la recherche. Mais puisque les devoirs de Roger l'amènent à chasser souvent des monstres, elle saura transformer leur carcasse en délicieux repas pour lui, afin que rien ne soit perdu. À ce moment-là, Claude, l'un des gardes de Melfiera, arrive pour informer Roger que le père de Melfiera l'attend au château. Les deux interrompent donc leur conversation et se préparent à partir. En sortant de la pièce, Claude s'approche discrètement de Melfiera et lui murmure qu'il ne serait peut-être pas très avisé de partager des informations sensibles sur leur territoire avec un homme qu'elle connaît depuis à peine 48 heures. Melfiera prend son avertissement en considération, un peu gênée. Alors qu'ils descendent tous trois le long du couloir, Roger remarque à quel point Claude se montre méfiant à son égard. Le garde ne le quitte pas des yeux depuis le matin, mais Roger comprend cette attitude. Avec sa réputation de duc sanguinaire, il ne peut pas s'attendre à mieux. Peu après, Roger se retrouve face au père de Melfiera pour finaliser les détails de leurs fiançailles. Le comte est nerveux. Il n'a pas l'habitude de s'entretenir aussi librement avec un duc. Pourtant, il est heureux d'apprendre que Roger reconnaît le travail acharné de sa fille et qu'il semble vraiment tenir à elle. Mais, en tant que père, il tient quand même à savoir ce qui motive réellement l'intérêt du duc. Roger lui explique qu'au soir du banquet, il s'ennuyait profondément. Même lorsque la bête a attaqué, il n'a pas ressenti grand-chose, il l'a simplement abattue, comme d'habitude. Mais après l'avoir sauvée, il a remarqué que Melfiera ne s'était pas enfuie en hurlant ni détourné le regard. Elle ne semblait ni effrayée ni dégoûtée, même en le voyant couvert de sang. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'elle pourrait peut-être l'accepter tel qu'il est. Roger admet que sa demande en mariage a été précipitée, mais il ajoute qu'un membre de sa famille particulièrement envahissant n'a cessé de le harceler à ce sujet. Il a donc décidé d'officialiser les choses au plus vite. Le comte comprend et commence à signer le contrat. Mais avant de terminer, il lui demande si cette raison est la seule qui ait motivé son choix. Roger le rassure. Non, sa décision n'est pas née d'un simple caprice. Il se lance alors dans une tirade passionnée sur toutes les qualités adorables de Melfiera. Sa curiosité, sa sincérité, son courage, sa façon de parler des monstres avec des étoiles dans les yeux. Convaincu, le père de Melfiera sent son cœur s'alléger. Il comprend désormais que Roger tient sincèrement à sa fille. Dans un monde où manger de la chair de monstre est considéré comme une abomination, il craignait qu'elle ne passe sa vie à subir la honte et le mépris. Et lui, simple comte, se sentait impuissant à la protéger. Alors, il confie Melfiera à Roger, en lui disant qu'il compte sur lui pour veiller sur elle. Roger lui promet qu'une fois qu'elle aura rejoint la famille Galbraith, il mettra tout en œuvre pour la protéger. 10 jours après la conclusion officielle des fiançailles, Roger rentre chez lui. Pendant ce temps, Melfiera s'affaire à empaqueter ses montagnes de notes et de documents de recherche, aidée par ses chevaliers, afin de se préparer à emménager sur les terres de Roger. Cela avait demandé énormément de travail, mais Roger avait insisté pour que Melfiera emporte avec elle tout le matériel de son centre de recherche. Il avait même laissé derrière lui quelques-uns de ses chevaliers afin qu'elle n'ait aucun mal à tout transporter. Elle savait bien qu'elle et Roger étaient désormais officiellement fiancés, mais cette réalité n'avait pas encore tout à fait son chemin dans son esprit. Après la signature du contrat de mariage, Roger était allé jusqu'à y insuffler une puissante magie pour symboliser son engagement envers Melfiera.
Il savait pourtant que Chaos se moquerait de lui pour un geste aussi romantique, alors il lui avait demandé de garder ce détail secret. C'était un moment très touchant, mais le père de Melphira commençait à se sentir mal à l'aise face à toute cette scène et s'éclaircit la gorge pour attirer leur attention. Avant que les fiançailles ne soient officialisées, le père de Melphira avait révélé à Roger un secret qu'il cachait depuis un moment à sa fille, en lui demandant de ne rien lui dire. Mais Roger, sans hésiter, se retourna vers Melphira pour trahir aussitôt la confidence de son futur beau-père. Il lui raconta que c'était son père qui avait répandu toutes ces mauvaises rumeurs à son sujet, celles qui la faisaient passer pour une dévoreuse de chair de monstre. Il l'avait fait, expliqua-t-il, dans le but de dissuader les personnes mal intentionnées d'exploiter ses recherches, sachant qu'elles pouvaient mener à la création d'armes de destruction massive. Roger comprenait ses motivations et ne lui en voulait pas vraiment, puisqu'il avait agi pour protéger sa fille. Il précisa néanmoins qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de ces rumeurs. Le message passa clairement, et le père de Melphira ne dit plus un mot. Melphira, de son côté, n'avait pas vraiment suivi la conversation et ne savait donc pas de quoi il parlait. On lui dit simplement qu'elle n'avait pas à s'en soucier, ce qu'elle accepta sans insister. Elle resta tout de même curieuse de savoir ce qu'il s'était dit ce jour-là. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Mullen, l'un des chevaliers, s'approcha pour lui annoncer que le reste du Moodle royal avait été complètement congelé par magie et était prêt à être transporté. Il lui demanda également ce qu'elle comptait faire de la fourrure du Moodle. Melphira répondit qu'elle la laisserait à son père et à son demi-frère pour qu'ils puissent en faire des manteaux dorés. Elle remercia Mullen pour son aide. Ainsi, tout serait prêt lorsque Roger viendrait la chercher. Mais en y repensant, une question la troubla. Les couples fiancés sont-ils censés emménager ensemble aussi vite? Roger, lui, insistait sur le fait que, dès que l'hiver s'installerait, il deviendrait impossible de voyager vers ou depuis le territoire de Marshall Raid. S'il la laissait ici, il ne pourrait pas la revoir avant 6 longs mois. À ce moment-là, on frappa à la porte de Melphira. Le majordome en chef, Herman, entra pour l'informer que son escorte venait d'arriver. Herman s'était occupé de Melphira depuis qu'elle était toute petite, et même s'il était profondément attristé de la voir partir, il ne pouvait s'empêcher de se réjouir pour elle. C'était, après tout, un jour heureux. En quittant sa chambre, Melphira prit soudain conscience qu'elle ne reviendrait pas avant très longtemps. Ce sentiment la saisit si brusquement qu'elle décida d'aller voir son père une dernière fois avant de partir. Elle se rendit à sa chambre et frappa doucement à la porte. En entrant, elle fut surprise d'y trouver Célia, assise sur le canapé, l'attendant patiemment. « Que fais-tu ici » demanda Melphira méfiante. Célia répondit d'un ton faussement doux qu'elle voulait simplement saluer sa belle-fille avant son départ, même si elle n'était que sa belle-mère. Melphira demanda alors où se trouvait son père. Célia lui expliqua qu'il était dehors, en train de vérifier que tous les bagages de Melphira étaient correctement chargés. Ne souhaitant pas prolonger la conversation, Melphira tenta de rester polie et brève, cherchant déjà une excuse pour s'éclipser. Mais soudain, Célia ricana et lança avec mépris. « Je ne sais pas comment tu as réussi à séduire un duc, mais sache que mon fils est l'unique héritier de la famille Marshall Raid. » Melphira répondit calmement qu'elle avait parfaitement compris et que cela allait de soi puisqu'elle se mariait hors de la famille. Elle n'avait donc aucune raison de s'en soucier. Célia reprit, venimeuse. « Même si Roger finit par te chasser, ne compte pas revenir ici. Tu ne seras pas la bienvenue. » À cela, Melphira aurait voulu répliquer qu'elle était bien contente de ne plus avoir à supporter sa tête de harpie, mais au lieu de cela, elle se contenta de lui adresser un sourire courtois avant de quitter la pièce, refusant de provoquer la moindre dispute. Elle descendit ensuite jusqu'à la cour, où son père venait tout juste de terminer ses préparatifs. Il se tourna vers elle et lui demanda si elle était prête à partir. Il la contempla un instant, ému, avant de lui dire qu'elle était magnifique dans ce manteau. Ce vêtement, ajouta-t-il avec nostalgie, appartenait autrefois à Élise, la mère de Melphira, celle qu'il avait épousée autrefois. Melphira en resta stupéfaite. Elle ignorait totalement que ce manteau avait appartenu à sa mère. Et en y songeant, elle comprit que, venant du sud, le rude hiver de ces terres avait dû être un véritable choc pour elle. Le père de Melphira se souvient avec tendresse à quel point Élise, la mère de Melphira, avait été enthousiaste en découvrant la neige pour la première fois. Elle s'était tellement amusée qu'elle en était tombée malade peu après. Melphira laissa échapper un léger rire. Elle n'aurait jamais imaginé que sa mère pouvait se montrer aussi étourdie parfois.
Son père, ému, lui dit qu'il aimerait pouvoir lui raconter davantage d'histoires sur elle. Mais quelques instants plus tard, Rojo fit son apparition, annonçant qu'il était venu chercher Melfiera. « As-tu bien tout ce qu'il te faut ?» demanda-t-il en désignant du regard un grand tas d'objets restés dans un coin. Melfiera lui répondit que ce n'étaient que des brouillons de ses anciens travaux de recherche, donc rien de réellement utile. Roger lui demanda alors s'il pouvait les faire brûler. Il ne voulait pas risquer que ses recherches tombent entre de mauvaises mains. Melfiera acquiesça sans hésiter. Puis Roger se tourna vers le père de Melfiera et lui dit calmement qu'il allait à présent emmener sa fille. Il aida Melfiera à monter sur le dos de son dragon, prêt à s'envoler. Le comte sentit un pincement au cœur en la voyant partir, mais se consola à l'idée qu'elle reviendrait lui rendre visite au printemps prochain. Cependant, Roger précisa qu'il comptait garder Melfiera auprès de lui jusqu'à la date de leur mariage, prévue pour l'automne. C'était la première fois que le père de Melfiera entendait parler de ce projet, et il demanda à Roger comment il comptait gérer tous les préparatifs nécessaires pour l'intégrer à la famille Galbraith. Roger lui répondit qu'il s'occuperait personnellement de tout ce dont Melfiera pourrait avoir besoin. Il n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. Et comme brûler tous les anciens documents de recherche risquait de prendre du temps, Roger proposa de s'en charger sur le champ. Il leva un doigt vers le tas de papier et, d'un simple sort, fit jaillir d'immenses colonnes de flammes qui engloutirent tout en un instant. Depuis le sol, Claude hurla que Roger en avait un peu trop fait avec sa magie. Roger s'excusa avec un sourire, admettant qu'il avait juste voulu faire un peu d'effet devant Melfiera. Avant de partir, il remercia Claude pour avoir veillé sur Melfiera tout ce temps et ajouta qu'il voyait en lui un grand potentiel en tant que chevalier. Il lui proposa même de rejoindre l'ordre des chevaliers de Galbraith s'il le souhaitait. Elle apprécie en réalité qu'il touche ses cheveux, mais c'est encore très embarrassant pour elle, et elle devient donc toute confuse. Plus tard dans la nuit, Roger et les autres chevaliers équipent leurs dragons de lumière scintillante pour ne pas se perdre de vue, et Melfiera trouve cela fascinant, car elle est sûre que, vus d'en bas, les dragons doivent ressembler à des étoiles filantes pour les habitants. Ils passent par hasard au-dessus de la ville portuaire d'Anvers, et il est assez tard, donc Melfiera demande si c'est là qu'ils vont passer la nuit. Roger lui répond qu'il avait prévu de continuer à voler jusqu'au fort de Ridar, mais si Melfiera n'était pas à l'aise à l'idée de dormir dans une forteresse, il pourrait lui organiser un hébergement en ville. Cependant, Melfiera est en réalité très excitée à l'idée de passer la nuit dans un fort. Roger est surpris qu'elle accepte cela, car le fort possède des lits durs comme la pierre et rien d'autre, mais Melfiera assure qu'elle s'en accommode. La raison principale pour laquelle elle veut tant y aller est que le fort se trouve juste à côté d'une rivière, ce qui faciliterait la capture de monstres poissons pendant leur période de frai. Jusqu'à présent, elle était limitée à capturer les monstres qui s'aventuraient dans le territoire de Marshall Red. Mais ici, il y a beaucoup plus d'options, et elle veut toutes les essayer. Roger comprend le point de vue de Melfiera, et s'il elle veut vraiment attraper des monstres poissons, il sait que les Xanax sont assez courants à cette période de l'année, et Melfiera dit qu'elle aimerait essayer d'en préparer un dès que possible. Roger a hâte de le goûter lui aussi, mais il lui rappelle que cela pourrait prendre un moment, car ils devront poser un piège et attendre que le poisson morde. Melfiera n'avait pas pensé à cela, et est vraiment déçue de ne pas pouvoir goûter le poisson ce soir, mais Roger la rassure. S'ils posent le piège dès leur arrivée au fort, ils devraient attraper un poisson pour le matin, et ils pourraient le manger au petit déjeuner. Melfiera regarde Roger et lui demande s'il est sûr que cela va fonctionner. Pendant un instant, il est pris au dépourvu par son expression mignonne, mais il se reprend et lui dit que pêcher pour le petit déjeuner est la meilleure option, car lui, il préfère de loin manger la cuisine incroyable de Melfiera plutôt que les rations rassis du fort, ce qui la ravit. En y repensant, elle se rappelle que Chaos avait mentionné que Roger et les autres chevaliers n'avaient eu que de terribles expériences avec la viande de monstre avant de la rencontrer, alors elle demande à Roger s'il a déjà cuisiné de la viande de monstre. Il répond qu'il ne qualifierait pas vraiment ce qu'il faisait de cuisine, car tout ce qu'il faisait, c'était la poser sur un feu ouvert en espérant le meilleur. Lui et les autres chevaliers devaient souvent manger de la viande de monstre lors de longues expéditions quand ils étaient à court de rations, et cela se terminait toujours mal, ce qui a pratiquement traumatisé Roger. Melfiera demande quel genre de monstres il avait mangé, alors Roger se remémore et se rappelle combien les monstres Belluvia Screamwood et Gargantus avaient un goût horrible.
Et être obligé de tous les manger pour éviter de mourir de faim fut vraiment l'un des moments les plus bas de sa vie. Un peu plus tard, le groupe arrive à la forteresse, et Roger dit à Melphira de s'accrocher fermement à lui pour ne pas tomber pendant la descente. Une fois arrivés au sol, les gardes postés à la forteresse viennent à leur rencontre et demandent à Roger s'il souhaite son hébergement habituel. Cependant, ils sont informés que Roger a amené aujourd'hui un invité spécial avec lui et qu'ils devront donc réserver l'aile ouest de la forteresse pour eux. Les gardes acceptent volontiers, mais avertissent qu'ils n'ont rien de luxueux à offrir ici. Pendant ce temps, Roger demande à Melphira de déballer les affaires dont ils auront besoin. Mais après y avoir réfléchi un instant, il lui dit qu'il n'est pas trop tard pour organiser un hébergement en ville pour elle, car maintenant qu'il est vraiment là, il se rend compte que cet endroit est bien trop rudimentaire pour une dame comme elle. Cependant, Melphira le rassure en disant que ce n'est vraiment pas un problème, puisque dans son laboratoire de recherche, elle s'endormait souvent par terre, et passer la nuit dans une forteresse ne représente donc rien pour elle. De plus, elle explique qu'elle veut passer la nuit ici, car savoir que Roger est à proximité lui apporte du réconfort. Roger est à la fois embarrassé et heureux de l'entendre dire cela. Peu de temps après, il conduit Melphira à la chambre où elle passera la nuit et lui dit qu'elle peut se coucher tout de suite si elle le souhaite, car elle doit être fatiguée par le long voyage. Mais au contraire, Melphira lui répond que le trajet a été vraiment confortable grâce à lui, qu'il l'a tenue au chaud et qu'elle se sent donc très bien. À ce moment-là, Melphira sent quelque chose en train de cuire et cela ne lui plaît pas. Alors elle se dirige immédiatement vers la cuisine pour intervenir. Elle y trouve Mullen et Zeth en train de préparer une grande marmite de porridge pour tous les habitants de la forteresse. Elle ne veut pas être impolie, mais elle leur dit qu'une si petite marmite de porridge ne pourra pas rassasier tous les chevaliers affamés présents. C'est pourquoi elle suggère d'ajouter un peu de ceci pour donner plus de saveur. Elle a déjà présalé la viande de Moodle, donc cela devrait bien se marier avec le porridge. Mais Mullen demande si c'est vraiment une bonne idée, car la viande de Moodle est en quantité limitée. Zeth s'inquiète également, mais surtout parce qu'il n'a toujours pas confiance dans l'idée de manger de la viande de monstre. À l'époque où les autres chevaliers goûtaient la viande pour la première fois, il était occupé à autre chose. Il n'a donc jamais eu l'occasion d'y goûter. Et malgré le fait que tout le monde lui ait assuré que c'était parfaitement sûr, il reste encore méfiant. Melphira propose de lui donner un morceau tout de suite pour dissiper ses inquiétudes. Elle découpe donc un peu de viande et la grille sur le feu avant de la tendre à Zeth pour qu'il goûte. Elle le rassure en lui expliquant qu'elle a pris soin d'éliminer toutes les toxines magiques lors de la préparation. Il n'a donc pas à craindre d'intoxication alimentaire. Zeth prend nerveusement le morceau et comme il en reçoit un, Mullen demande qu'on lui prépare également un morceau, ce que Melphira fait avec plaisir. Zeth n'est toujours pas convaincu que c'est sûr à manger, mais Mullen lui dit qu'il passerait à côté de quelque chose, car cette viande est l'une des meilleures qu'on puisse goûter. Une fois que Melphira a fini de cuire le morceau pour Mullen, il la remercie et le mange sans hésitation, louant les incroyables talents culinaires de Melphira. Cependant, tout à coup, Roger apparaît et il n'a pas l'air content que sa future épouse cuisine pour d'autres hommes que lui. Melphira lui dit qu'il n'y a pas de raison d'être si contrarié, car elle a déjà préparé un morceau pour lui aussi, mais Roger refuse de le manger car il n'a pas encore fini de bouder. Melphira ne veut pas que la viande se perde, alors elle repense au moment où son petit frère refusait de manger et se rappelle comment la servante le nourrissait et décide de faire la même chose avec Roger. Elle lui dit d'ouvrir grand la bouche, et Roger, surpris, l'ouvre involontairement, ce dont Melphira profite pour lui mettre la viande dedans. Elle lui demande ce qu'il en pense, et il admet qu'il a vraiment apprécié la viande. Il ne peut donc plus être fâché. Puisque Roger et Mullen ont déjà mangé leur portion, Zeth décide de faire de même, et il est agréablement surpris par la saveur délicieuse. Melphira est heureuse de constater qu'il aime la viande, mais il reste encore beaucoup de travail, alors elle demande de l'aide pour incorporer la viande de Moodle dans le porridge. Plus tard dans la soirée, lorsque les chevaliers reçoivent tout leur repas, ils sont stupéfaits par le goût de la viande, ce qui remonte considérablement leur morale. Melphira est contente que tout le monde semble apprécier son repas, et Roger la complimente pour avoir trouvé un moyen de rendre le porridge si savoureux. Melphira lui répond qu'elle n'a rien fait de spécial. Elle a simplement découpé un peu de viande de Moodle en petits cubes et l'a fait frire avant de la mélanger au porridge. Même si c'était simple, Roger reste vraiment impressionné par ses talents culinaires, et maintenant qu'il y pense. À l'époque où les autres chevaliers goûtaient la viande pour la première fois,
Il était occupé à autre chose. Il n'a donc jamais eu l'occasion d'y goûter. Et malgré le fait que tout le monde lui ait assuré que c'était parfaitement sûr, il en reste encore méfiant. Melphira propose de lui donner un morceau tout de suite pour dissiper ses inquiétudes. Elle découpe donc un peu de viande et la grille sur le feu avant de la tendre à Szeth pour qu'il goûte. Elle le rassure en lui expliquant qu'elle a pris soin d'éliminer toutes les toxines magiques lors de la préparation. Il n'a donc pas à craindre d'intoxication alimentaire. Szeth prend nerveusement le morceau et comme il en reçoit un, Mullène demande qu'on lui prépare également un morceau, ce que Melphira fait avec plaisir. Szeth n'est toujours pas convaincu que c'est sûr à manger, mais Mullène lui dit qu'il passerait à côté de quelque chose, car cette viande est l'une des meilleures qu'on puisse goûter. Une fois que Melphira a fini de cuire le morceau pour Mullène, il la remercie et le mange sans hésitation, louant les incroyables talents culinaires de Melphira. Cependant, tout à coup, Roger apparaît et il n'a pas l'air content que sa future épouse cuisine pour d'autres hommes que lui. Melphira lui dit qu'il n'y a pas de raison d'être si contrarié, car elle a déjà préparé un morceau pour lui aussi, mais Roger refuse de le manger car il n'a pas encore fini de bouder. Melphira ne veut pas que la viande se perde, alors elle repense au moment où son petit frère refusait de manger et se rappelle comment la servante le nourrissait et décide de faire la même chose avec Roger. Elle lui dit d'ouvrir grand la bouche et Roger, surpris, l'ouvre involontairement, ce dont Melphira profite pour lui mettre la viande dedans. Elle lui demande ce qu'il en pense et il admet qu'il a vraiment apprécié la viande. Il ne peut donc plus être fâché. Puisque Roger et Mullène ont déjà mangé leur portion, Szeth décide de faire de même et il est agréablement surpris par la saveur délicieuse. Melphira est heureuse de constater qu'il aime la viande, mais il reste encore beaucoup de travail. Alors elle demande de l'aide pour incorporer la viande de Moodle dans le porridge. Plus tard dans la soirée, lorsque les chevaliers reçoivent tout leur repas, ils sont stupéfaits par le goût de la viande, ce qui remonte considérablement leur morale. Melphira est contente que tout le monde semble apprécier son repas, et Roger la complimente pour avoir trouvé un moyen de rendre le porridge si savoureux. Melphira lui répond qu'elle n'a rien fait de spécial. Elle a simplement découpé un peu de viande de Moodle en petits cubes et l'a fait frire avant de la mélanger au porridge. Même si c'était simple, Roger reste vraiment... La mère de Melphira lui expliqua qu'elle était née avec un pouvoir magique très puissant et que celui-ci échappait souvent à son contrôle si elle ne le libérait pas à temps, la laissant fiévreuse et alitée comme cela. Melphira demanda s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour aider, et voir la nature bienveillante de sa fille fit sourire la mère de Melphira, mais malheureusement, elle était déjà trop affaiblie. Peu de temps après, la mère de Melphira mourut et des funérailles furent organisées pour elle, mais toutes les personnes invitées commencèrent à répandre des rumeurs selon lesquelles elle serait morte à cause de toute la viande de monstre qu'elle avait consommée. Melphira ne pouvait pas supporter cela, car elle savait ce qui s'était réellement passé. Le sort de sa mère pour extraire la magie de la viande de monstre avait été incomplet à ce moment-là, et lors d'un incident, son corps avait fini par absorber la magie du monstre, ce qui conduisit à sa mort ultime. Melphira avait toujours aimé regarder sa mère exécuter le sort, et elle refusait de laisser tout le travail acharné de sa mère être gaspillé, alors elle décida de poursuivre ses recherches en son honneur. Elle découvrit finalement que, puisque le corps humain est beaucoup plus faible que celui des monstres, le risque de mourir à cause des toxines magiques accumulées est beaucoup plus élevé, surtout si l'on est constamment exposé à ces toxines. Si elle avait su cela plus tôt, elle aurait peut-être pu avertir sa mère et lui sauver la vie, mais il était déjà trop tard pour cela. Elle décida donc de faire de son mieux pour s'assurer que le même destin ne frappe pas Roger. Plus tard, Melphira se réveille dans son lit et se demande comment elle a atterri là, car la dernière chose dont elle se souvient est d'avoir fait les 100 pas, essayant de réfléchir à une façon d'aider Roger. Finalement, elle comprend qu'elle a dû s'endormir par terre et que Roger a dû la trouver et la porter jusqu'au lit, et elle n'en revient pas de s'être mise dans une telle position embarrassante. Elle se lève et commence à chercher Roger, le trouvant finalement en train de boire du thé dans la salle à manger. Elle lui demande s'il se sent bien, et Roger l'assure qu'il va vraiment bien. Son pouvoir magique n'était pas encore au niveau de produire des toxines, donc il n'a aucun symptôme grave. Et pour le prouver, il presse son front contre celui de Melphira pour lui montrer qu'il n'a pas de fièvre. Melphira est soulagée que Roger n'ait pas de fièvre, mais elle s'inquiète du fait que son corps soit glacé. Elle explique qu'il s'est mouillé en essayant d'attraper le poisson monstre dont il avait parlé la nuit précédente, ce qui est logique,
Mais Melphira se sent mal que Roger ait dû sortir au milieu d'une nuit froide à cause de sa demande. Il lui demande si elle veut voir le poisson qu'il a attrapé et elle accepte, mais pour l'instant, elle dit qu'elle est plus préoccupée par le fait de réchauffer Roger. Roger la serre contre lui et dit que rester ainsi le tiendra au chaud, et son visage devient rouge de gêne au début. Mais en réalité, elle aime être proche de Roger. Melphira demande à Roger s'il a déjà tué le poisson, mais il lui répond que non, qu'il doit encore être en train de nager dans le filet en métal qu'il a installé en bas, près de la rivière. Melphira est ravie d'apprendre cela, et comme l'aube approche, elle dit qu'elle aimerait commencer à préparer le zanas tout de suite. Roger trouve l'idée excellente et propose de venir avec elle, mais Melphira s'y oppose, gênée à l'idée que Roger n'ait pas dormi de la nuit à cause de la pêche. Il lui assure qu'il va très bien, mais ajoute que si elle veut vraiment lui faire plaisir, il aimerait bien recevoir un petit câlin. Melphira rougit et répond qu'elle n'a pas encore pris de bain et qu'elle est sale, mais Roger lui dit que ça ne le dérange pas. Après tout le travail qu'il a fourni pour attraper le poisson, il doit sûrement être plus sale qu'elle. Melphira détourne le regard, gênée, et Roger en profite pour la serrer doucement dans ses bras par derrière, ce qui la fait complètement perdre ses moyens. À ce moment-là, Zeth entre par hasard et Melphira le salue maladroitement. Il lui rend son salut, mais en voyant la scène, il comprend qu'il dérange quelque chose et s'éloigne aussitôt. Un peu plus tard, une fois les autres chevaliers réveillés, Melphira leur annonce qu'elle va commencer à préparer le zanas pour le petit déjeuner. Cependant, elle aura besoin que quelqu'un aille chercher de la farine et de l'huile, car elle souhaite essayer de frire le poisson dans une pâte croustillante. Zeth se propose d'aller chercher les ingrédients, tandis que Melphira et Roger sortent pour se rendre à la rivière. Roger lui demande si elle a tout ce dont elle a besoin, et Melphira confirme joyeusement en lui montrant les cercles magiques qu'elle a dessinés sur du papier huilé. Roger est intrigué, car il se demandait comment Melphira comptait extraire la magie du poisson ici, en plein air. Elle lui explique qu'elle avait d'abord prévu de tracer un cercle magique directement près de la rivière, mais l'eau l'aurait sans doute effacé, alors elle a trouvé cette solution de rechange. Un peu plus tard, ils atteignent la rivière, et Roger demande à Melphira de reculer un peu, car le zanas reste extrêmement dangereux. Il ordonne alors aux chevaliers de remonter le filet et les avertit d'être prudents, car les poissons monstrueux sont très puissants dans l'eau, et un seul coup pourrait leur briser un os. Tandis qu'il leur donne ces instructions, Melphira ne peut s'empêcher d'admirer à quel point Roger est viril et sûr de lui dans ce genre de situation. Le zanas est bientôt tiré à la surface, et lorsque Melphira l'aperçoit enfin, elle est stupéfaite. Il est bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle en avait déjà vu des illustrations, mais en vrai, il est bien plus impressionnant. Elle veut s'en approcher pour l'observer de plus près, mais Roger l'en empêche. Même s'il aime la voir si enthousiaste, il lui rappelle que le zanas pourrait facilement lui arracher un bras si elle s'approchait trop, alors mieux vaut ne pas prendre de risques. Quoi qu'il en soit, maintenant que le poisson est sorti de l'eau, Roger demande à Melphira si elle est prête pour qu'il le décapite, mais à sa grande surprise, elle lève une épée et déclare qu'elle veut le faire elle-même. Elle pensait que, puisqu'il ne s'agissait que d'un poisson, elle serait capable de le décapiter, mais l'arme s'avère bien trop lourde pour elle, et vu la taille du zanas, elle comprend vite qu'elle n'y arrivera jamais ainsi. Roger lui dit de ne pas se décourager, car il faut beaucoup de pratique avant de manier une épée avec aisance. Pour l'instant, elle peut simplement lui laisser ce travail salissant. Ceci dit, il n'a jamais tué de poisson auparavant. Alors il demande à Melphira s'il y a des étapes particulières à suivre. Melphira se relève et lui explique que, tout d'abord, il doit aveugler le zanas. Roger et les autres s'interrogent sur la raison, et elle leur répond qu'elle a entendu dire que les poissons cessent de bouger lorsqu'ils ne voient plus rien. Cela faciliterait grandement leur mise à mort. Elle pose donc un morceau de tissu sur les yeux du zanas, et comme prévu, il s'immobilise. Elle dit alors à Roger de passer à la deuxième étape. Elle lui indique de planter son épée juste derrière les yeux, au-dessus des branchies, afin de détruire le cerveau. Roger fait comme elle le lui a dit, enfonce son épée dans la tête du zanas, et après une brève lutte, la lueur dans ses yeux s'éteint. Ils ont réussi à le tuer. C'est maintenant au tour de Melphira de travailler. Elle recouvre le zanas de ses cercles magiques et commence à incanter. L'énergie magique contenue dans le poisson est très dense, mais il n'y a pas beaucoup de sang, donc elle n'a pas à craindre de manquer de place dans sa fiole.
L'extraction se déroule sans aucun problème. Elle demande à Roger de garder la fiole remplie d'énergie magique. Maintenant que le poisson a été vidé, elle comptait demander à Roger de le décapiter. Mais elle se sent mal de toujours lui imposer ce genre de tâche. Alors elle lui demande s'il peut lui apprendre à décapiter les créatures par elle-même. Roger rit doucement, touché par son enthousiasme. Il lui dit qu'il ne voit aucun inconvénient à décapiter autant de bêtes qu'elle le souhaite, car participer à sa cuisine lui procure une grande joie. Melphira est ravie d'entendre cela. Elle lui avoue qu'elle aussi aime cuisiner avec lui. Chez elle, elle devait toujours cuisiner et faire ses recherches seule, car son père était trop occupé pour l'aider, et la plupart des gens la trouvaient étrange. Alors, voir Roger et ses chevaliers si heureux de l'aider est pour elle un vrai changement, et cela la comble de bonheur. Après que les chevaliers ont repositionné le poisson, Roger se prépare à le décapiter. Mais avant de bouger, il demande à Melphira s'il y a quelque chose de particulier dont il doit tenir compte. Elle lui répond qu'il vaudrait mieux commencer à partir de l'endroit où il a déjà planté son épée et couper en diagonale vers les branchies. C'est un angle difficile pour trancher une créature de cette taille, mais Roger est un véritable maître du maniement de la lame. Pour lui, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Melphira reste stupéfaite devant la précision du geste. La coupe est parfaite, la chair est restée intacte. Les autres chevaliers, impressionnés eux aussi, ne peuvent s'empêcher de l'admirer. Plus tard, ils rentrent à la forteresse, où Zeth vient de terminer de préparer tout le nécessaire pour cuisiner le poisson. Il s'excuse du dérangement, mais explique qu'ils devront cuisiner dehors, car la cuisine de la forteresse n'est pas assez grande. Melphira ne s'en formalise pas. Cela facilitera même le nettoyage ensuite. Elle souhaite d'abord retirer la peau et les écailles du poisson. Elle demande alors si quelqu'un a de l'expérience en la matière, et un chevalier nommé Amri lève la main, affirmant qu'il devrait pouvoir s'en charger. Melphira le remercie pour son aide, et quelques instants plus tard, Amri commence à trancher soigneusement la peau du Zanas. Cela demande un certain effort, mais le résultat est impeccable. Il réussit à détacher la peau sans laisser la moindre parcelle de chair. Maintenant que la viande est prête, il est temps de passer à la cuisson. Melphira prépare 2 chaudrons d'huile bouillante, l'un à température plus basse, l'autre plus élevée. Elle compte frire la viande en 2 étapes pour obtenir une texture parfaite. Roger, intrigué, n'a jamais entendu parler de cette méthode de cuisson. Désireux de participer, il demande à Melphira s'il peut l'aider. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'intéresse au processus culinaire, mais puisqu'il insiste, elle lui confie la surveillance du chaudron le plus chaud, en le priant toutefois de faire très attention à ne pas se brûler. Pendant ce temps, elle prépare la pâte à frire. Une recette simple. Normalement, elle y ajouterait des œufs, mais comme ils n'en ont pas, elle mélange simplement de l'eau, de la farine et des épices. Ensuite, il trempe les morceaux de chair de Zanas dans la pâte avant de les plonger dans le chaudron d'huile tiède. Le poisson y frit jusqu'à devenir d'un beau doré, puis il est retiré à l'aide d'une louche en bois perforé. Enfin, pour une texture croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur, il plonge les morceaux dans le second chaudron d'huile plus chaude. Lorsque la première fournée est prête, Melphira en sert un peu à Roger, tandis que les autres chevaliers, suivant ses instructions, s'affairent à cuire le reste du poisson. Roger voulut aussi préparer une fournée, désireux de participer lui-même à la cuisson. Cependant, il s'y prit un peu maladroitement et le poisson qu'il fit frire finit par brûler. Melphira lui dit de ne pas s'en faire. Très peu de gens réussissent du premier coup, et même si sa version est un peu trop sèche, elle reste tout à fait comestible. Pour lui montrer que ce n'est vraiment pas grave, elle lui demande de lui faire goûter un de ses morceaux. Roger hésite d'abord, ne voulant pas lui faire manger un plat aussi raté, mais Melphira insiste. Elle veut le goûter justement parce que c'est lui qui l'a préparé. Et puis, ajoute-t-elle avec un petit sourire, ses mains sont encore couvertes de pâte, elle ne peut donc pas se nourrir toute seule. Melphira ouvre la bouche et demande à Roger de souffler sur le morceau avant de le lui donner, car il est encore brûlant. Roger comprend, souffle délicatement sur le poisson, puis, après s'être assuré qu'il n'est plus trop chaud, le lui tend doucement. À sa grande surprise, Melphira trouve la chair sèche mais agréable à mâcher et le goût bien meilleur qu'elle ne l'imaginait. Roger, étonné, goûte à son tour et découvre qu'il aime beaucoup lui aussi. Ils essayent ensuite la version moelleuse et Melphira adore la texture tendre et légère. Mais puisqu'elle apprécie autant la version sèche que la version moelleuse, elle ne sait pas laquelle choisir. Roger propose alors de faire les deux. Après tout, les chevaliers auront sûrement des préférences différentes.
Ainsi, ils préparent une grande quantité des deux types de friture. Comme prévu, plusieurs chevaliers raffolent de la version sèche de Roger, et Melfira remarque que, puisqu'elle contient moins d'humidité, elle pourrait même servir de ration de voyage pendant leur mission. Elle n'y avait jamais pensé auparavant et remercie Roger de lui avoir ouvert les yeux, mais lui ne voit pas pourquoi il mériterait des félicitations, car tout cela n'était qu'un heureux accident. Un peu plus tard, il demande à Melfira si elle ne se sent pas fatiguée, car elle est debout depuis le matin. Elle lui répond que tout va bien, d'autant qu'elle s'amuse beaucoup à cuisiner à ses côtés. Roger est ravi de l'entendre, mais il remarque soudain que plusieurs chevaliers transportent des plats vers l'intérieur. Il leur demande pourquoi les tables ne sont pas dressées dehors. Melfira lui explique qu'elle a demandé aux cuisiniers de préparer du pain et des légumes pour accompagner le poisson, et qu'ils ont tout installé dans la grande salle. Puis elle dit à Roger d'y aller, car les autres chevaliers attendent son arrivée pour commencer à manger. Roger comprend, mais demande pourquoi Melfira ne vient pas avec lui. Elle répond qu'elle les rejoindra dès qu'elle aura terminé de se débarrasser de l'huile usée. Il n'est pas très convaincu et tarde à partir, mais Mullen finit par le tirer par le bras. Une fois qu'ils sont partis, Melfira se met à éteindre le feu et à nettoyer les restes du... Melfira se sentit un peu coupable d'avoir fait autant travailler Roger. Même s'il disait être heureux de l'aider, elle savait qu'il avait besoin de se reposer et ne voulait pas non plus lui imposer le nettoyage. À ce moment-là, Zeth et Amri arrivèrent et lui proposèrent de lui prêter main forte pour terminer le rangement plus vite, afin qu'ils puissent ensuite savourer tous ensemble le délicieux repas qui les attendait. Reconnaissante, Melfira accepta leur aide, et comme ils étaient là, elle leur demanda s'ils aimeraient goûter quelque chose. Zeth et Amri regardèrent dans le bol qu'elle tenait. On y voyait de la chair de Zanas, mais son aspect différait légèrement de celui des autres morceaux. Melfira expliqua qu'il s'agissait de la partie du ventre du Zanas, une viande qui ne convenait pas vraiment à la friture, raison pour laquelle elle ne l'avait pas servie plus tôt aux chevaliers. Cependant, elle voulait recueillir leur avis avant de la gaspiller. Les deux hommes goûtèrent et furent agréablement surpris par la saveur tendre et riche du poisson. Amri ajouta que ce serait encore meilleur avec un peu de jus de fruits acidulé. Zeth se rappela qu'une grande quantité de fruits avait été préparée pour le petit déjeuner dans la grande salle et suggéra qu'il pourrait y trouver de quoi faire du jus. Melfira, ravie à l'idée que cette partie du poisson ne soit pas perdue, les invita aussitôt à se dépêcher pour aller en chercher avant qu'il n'en reste plus. Lorsqu'elle entra dans la salle, Melfira aperçut tous les chevaliers en train de déguster leurs plats. Roger, l'ayant vue, l'appela d'un geste pour qu'elle vienne s'asseoir à côté de lui. Un instant plus tard, Zeth revint avec les fruits dont il avait parlé. Ils s'appelaient Dambo, expliquant que leur jus était extrêmement acide. Melfira en versa un peu sur son poisson pour tenter l'expérience, et à la première bouchée, ses yeux s'illuminèrent. La combinaison des saveurs était exquise. En voyant la joie pure sur son visage, Roger se demanda si le goût était réellement aussi bon que cela. Melfira lui en proposa et lui demanda s'il appréciait les plats acides. Roger, n'ayant jamais goûté de mets de ce genre, accepta de tenter l'expérience. Mais à peine le poisson trempé dans le jus toucha-t-il sa langue que son visage se crispa. L'acidité était bien plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Il n'osa pas lui dire qu'il n'aimait pas, mais Melfira comprit immédiatement à sa grimace et se promit intérieurement d'éviter tout ce qui avait un goût acide lorsqu'elle lui préparerait des plats à l'avenir. Lorsque le petit déjeuner prit fin, il fut temps de reprendre la route vers le château de Galbriat. Roger ordonna à tous de remonter sur leur dragon, et bientôt, le groupe tout entier reprit